Bienvenue à tous à ce quatrième webinaire consacré à la sécurité électrique sur les chantiers de construction. Mon nom est Hugues Toumaleu, je suis conseiller en prévention pour l'ASP Construction, fait que je vais avoir le plaisir d'être votre conférencier pour ce midi. Je vais être accompagné par certaines personnes qui sont panélistes, qui qui font partie du comité inter-ASP pour l'élaboration d'un programme de sécurité électrique. Donc, nous avons M. Normand qui est conseiller à la SFETEM et M. Jocelyn qui est pour autoprévention. Fait que on va tranquillement attendre que l'ensemble des participants nous rejoignent et ensuite on pourra entrer dans dans le vif du sujet. Donc ici, le webinaire, comme je l'ai indiqué tantôt, c'est le webinaire numéro 4. Donc c'est la seconde série de webinaires. L'année dernière, nous en avons fait 3 dans le cadre du comité inter-ASP. Et cette année, on prévoit également en faire 3 sur différents sujets en lien avec la sécurité électrique. Donc, ce midi, on va parler de la sécurité électrique sur les chantiers de construction. On va parler des impacts des nouveaux règlements et également de la contribution de la norme ZK62, donc dans sa version 2021, sa contribution à l'élaboration, à la mise en œuvre des mesures de prévention sur les chantiers de construction. Donc, le webinaire est enregistré. Pourquoi on l'enregistre? Parce qu'on n'a pas toutes les personnes qui sont présentes, toutes nos clientèles qui sont disponibles. Donc, le lien sera installé sur les différentes pages web des ASP qui participent au projet. Dans le cadre de ce webinaire, les questions ou les interventions orales ne sont pas permises. À la fin du webinaire, on prévoit une période de questions-réponses et tout au long du webinaire, nous avons prévu également des phases pour réaliser des sondages en lien avec les thèmes que nous allons passer aujourd'hui. Alors, les objectifs que nous visons. Donc, dans le cadre de cette présentation, nous visons l'appréciation du risque électrique dans nos différents milieux, les situations dangereuses auxquelles sont confrontés les travailleurs sur un chantier de construction. On a différents types de risques. Comment est-ce qu'on va élaborer son plan d'action? À partir de cette appréciation, cette évaluation du risque, quelles sont les mesures de prévention qu'il faut mettre en place? Et donc, ces mesures de prévention vont être inspirées, vont être tirées d'un cadre de référence. Donc, notamment, on parle ici du cadre légal ou réglementaire et également des normes. Et on va également énoncer les rôles et responsabilités des parties prenantes sur un chantier de construction en lien avec la sécurité électrique. Donc, rapide présentation de l'ASP Construction. Donc, on a dit que le webinaire aujourd'hui que nous faisons s'inscrit dans un projet de plusieurs ASP qu'on appelle inter-ASP sur la sécurité électrique. Donc, l'ASP Construction, l'ASP A pour association, S pour secteur, secteur de la construction, P pour paritaire. Donc, le P est particulièrement important pour nous parce qu'on est un petit peu l'équilibre entre les employeurs et les travailleurs. Donc, notre rôle, c'est de donner les bonnes directives pour s'assurer que les milieux de travail soient sécuritaires.
Donc, on offre des services de formation, d'information, de conseil en matière de santé et sécurité et on œuvre également beaucoup pour faire évoluer la science en matière de santé et sécurité, donc au travers de plusieurs partenariats avec l'IRSST, avec l'Association des maîtres électriciens, avec la CNSST notamment. Alors, nous avons vu tantôt les objectifs de notre webinaire. Comment est-ce qu'on va y parvenir? Mais on va y parvenir à travers le plan que vous avez à l'écran. Donc, on va faire un retour rapide sur les notions de base, notamment la définition d'un chantier de construction. On va clarifier quelques notions qui sont souvent un petit peu galvaudées lorsqu'on reçoit des sollicitations, des interrogations de la part de nos entrepreneurs. Donc, on va parler également des types de risques. On va faire un feedback également sur les situations les situations dangereuses qu'on peut rencontrer sur les chantiers de construction. On va parler de la gestion de risques électriques, donc la gestion du risque de façon générique et ensuite la gestion du risque électrique. On va parler des différents changements réglementaires, la contribution des textes de référence et par la suite, nous allons conclure notre présentation. Donc, quelques statistiques ici qui nous proviennent de la CNESST concernant le secteur de la construction. On a une période de référence ici entre 2010 et 2019. Nous avons une courbe un petit peu en dents de scie, même si la tendance est à la baisse. Ce qu'on peut remarquer, c'est que nous avons, dans cette période de référence, là, enregistré environ 450 accidents avec une moyenne de 44,9 accidents, donc on pourrait dire 45 accidents par année et une moyenne de décès de 1,6. Donc, malheureusement, les données à notre disposition ne nous ont pas permis de définir par exemple, la nature ou le type de risque électrique en lien avec ces accidents-là. Donc, les principales notions de base, si on se refait à la loi sur la santé et la sécurité au travail. Donc, ici, nous avons l'article 1 qui nous donne la définition d'un chantier de construction. Donc, dans la réglementation, on a les établissements, on va avoir les chantiers de construction. Pourquoi on a cette réglementation spécifique? Parce que les chantiers de construction, par essence, vont être des lieux où nous avons de la coactivité, nous avons un nombre important de personnes qui vont souvent se retrouver dans des environnements restreints. Donc, ce qui a certainement amené les législateurs à avoir des encadrements. Donc, ici, qu'est-ce qu'on entend par chantier de construction? Donc, c'est un lieu où vont s'effectuer différentes sortes de travaux. Et dans la définition que nous avons ici, on a mis en emphase les opérations d'entretien, de réparation des bâtiments et des ouvrages de génie civil. Donc ici, souvent, ces activités d'entretien, de réparation ne sont pas concernées, ne sont pas considérées de la part des entrepreneurs comme étant des chantiers de construction. Pourtant, dans la définition, on a bien cette expression-là. Et donc, dans la notion de bâtiment, nous avons également tout ce qui concerne les accessoires, mais également les équipements fixes nécessaires à l'utilité, et à la fonctionnalité des édifices. Ce qui nous amène ici au premier sondage de la présentation. Donc, je vais solliciter ici l'intervention de mon copanéliste. Donc, ici, vous avez à répondre à une question. Donc, on vous demande ici la réparation d'un système d'éclairage dans une salle de spectacle. Est-ce que c'est considéré comme étant un chantier de construction? Ici, nous avons 55% de personnes qui pensent que c'est la bonne réponse. Donc, en effet, ici, on a dit dans la définition tantôt que
les chantiers de construction, donc la notion de bâtiment va intégrer à la fois les accessoires donc, de l'édifice, donc on parle ici d'escaliers et autres, mais également tout ce qui est équipement fixe lié à l'utilisation du bâtiment. Donc ici, on voit que dans la question du sondage, l'électricité ou l'installation électrique est nécessaire à la fonctionnalité de la salle de spectacle. Donc, ça, les travaux de réparation vont être considérés comme étant faisant partie d'un chantier de construction. Les types de risques, donc principalement, on va avoir deux types de risques, donc les chocs électriques et les arcs électriques. Donc, le choc électrique qui va être défini comme étant l'effet du passage du courant électrique à travers le corps humain. Donc, on va avoir ce choc électrique peut se faire en fonction, à travers un contact direct ou des contacts indirects. Et donc, la gravité de l'électrisation va être fonction de différents paramètres, la tension, le trajet, la résistance de la personne, etc. On va aussi avoir l'arc électrique qui va être donc le passage de l'énergie à travers d'un conducteur à un autre à travers une couche isolante, notamment ici de l'air, qui va généralement s'accompagner avec de la projection du matériel, des particules en fusion, avec de l'énergie qui va être dégagée, avec des niveaux de bruit qui peuvent atteindre les 160 décibels, avec des températures générées qui peuvent être également de l'ordre de 20 000 degrés Celsius. Donc, différentes situations sur nos chantiers de construction peuvent exposer nos travailleurs à des risques électriques. Donc, ici, nous avons mis quelques photos qui sont un petit peu représentatives de ce que nous voyons sur nos chantiers. Donc, ici, on parle des travaux à proximité des lignes électriques, mais on pourrait également parler de tout ce qui est travaux de creusement, donc avec du réseau enterré. Ici, on peut parler de l'utilisation de rallonges électriques, mais également de tout ce qui est équipement électroportatif. Donc, ici, nous avons une boîte de jonction. On peut aussi parler de panneaux de distribution, mais également des types d'activités comme, par exemple, l'installation de systèmes intérieurs à proximité d'une boîte de jonction ou des parties qui sont laissées nues sous tension. Donc, toutes ces situations exposent nos travailleurs à des risques électriques. Donc, en lien avec ce que nous venons de voir, donc les types de risques, nous avons une deuxième question ici concernant le sondage. On sait que nous avons notre programme de sécurité électrique et chaque année, nous devons établir un programme un plan d'action en lien avec ce risque électrique-là. Quel est le type de risque qu'il faut prioriser? On a la majorité des participants ici qui pensent qu'il faut prioriser le choc électrique. Ensuite, nous avons pas mal de personnes qui pensent à l'arc électrique et d'autres personnes qui se sont abstenues. Donc, la réponse ici, moi, je vous dirais qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ça, c'est une question qui va nous permettre de faire la transition avec ce que la gestion du risque électrique. Dans le fond, lorsqu'on parle de priorisation, ça va toujours être en lien avec l'appréciation du risque. Donc, on a parlé des différentes situations à risque, des différentes situations dangereuses. Mais dans le fond, c'est quoi les situations ou c'est quoi notre évaluation de risque? Donc, ici, nous avons une démarche générique d'appréciation du risque qui nous vient de la Commission électrique internationale qui s'est aussi inspirée de la norme ISO. Donc, si on prend pour définition que le risque à minima, je dis bien à minima parce que dans certaines littératures, on peut avoir plus que ces deux paramètres, donc la probabilité et la gravité.
Le risque est défini comme étant la probabilité et la gravité d'occurrence d'un dommage, donc dommages qui peuvent être corporels ou alors matériels. Donc, nous avons un processus ici de gestion du risque qui part de l'identification, l'analyse, l'évaluation et en plus, ce processus va résulter par la mise en place des mesures de prévention. Donc, si on ramène ce processus au risque électrique, ça signifie quoi concrètement? Donc, ça signifie que ben, pour l'évaluation des paramètres de probabilité de gravité en lien avec le risque de choc électrique, il faudrait se poser les questions suivantes. Dans les situations de travail que nous avons, est-ce que nos travailleurs sont en présence de pièces non sous tension? Est-ce qu'il y a une possibilité de contact? Est-ce que la tension du circuit ou la tension des éléments est égale ou supérieure à 30 volts? Donc, 30 volts ici qui va être en lien avec la valeur réglementaire que nous allons voir plus loin. Donc, ici, les questions concernant le choc électrique, concernant les arcs électriques, donc on va se poser sensiblement les mêmes questions, mais en plus de ça, on va parler de l'énergie incidente. Est-ce que il va se produire une énergie, est-ce qu'on va atteindre des valeurs à minima de 1,2 calories par centimètre carré? Donc, le but de notre appréciation de risque, c'est de pouvoir définir, donc de pouvoir établir ou de pouvoir mettre en œuvre des mesures de prévention. Et donc, en lien notamment avec l'objet de la loi sur la santé et la sécurité au travail, on doit viser l'élimination à la source des dangers pour protéger la santé, sécurité et l'intégrité physique et psychique des travailleurs. Donc, on va passer à travers la hiérarchie que nous avons à l'écran, donc savoir l'élimination, lorsque ce n'est pas possible, comment est-ce qu'on peut remplacer ou on peut substituer, comment est-ce qu'on peut mettre en place, quelles sont les mesures de contrôle qu'on peut mettre en place, la sensibilisation, les mesures administratives et le dernier élément ici, les équipements de protection individuelle. Moi, j'appelle généralement le carry price des mesures de prévention. Donc, en lien avec le risque électrique, ça correspondra à quoi un petit peu l'adéquation ou la mise en œuvre de la pyramide que nous avons. Donc, l'élimination à la source, quelles sont les procédures qui peuvent nous permettre de travailler haute tension? On va parler du cadenassage ou on peut aussi parler dans une certaine mesure du processus d'éloignement, comme c'est le cas, par exemple, avec les lignes électriques aériennes. On va parler également de substitution, de remplacement. Est-ce que mes travailleurs sont exposés au risque électrique? Est-ce que c'est possible pour moi de changer le type d'énergie? Est-ce qu'on peut utiliser de l'hydraulique? Est-ce qu'on peut utiliser du pneumatique pour substituer, donc avoir un petit peu moins de gravité? Donc, la valeur, la tension des circuits. Par exemple, si j'ai un circuit de commande, est-ce que c'est nécessaire qu'il soit alimenté avec un certain voltage alors que la basse tension peut suffire pour la fonction, le rôle que la commande a à jouer? Donc, on va aussi parler des contrôles techniques. Ici, on parle de tout ce qui va être élément pour protéger contre les surtensions, les surintensités, donc le calibre des disjoncteurs, des fusibles. On va parler de la maintenance des installations. Donc, est-ce qu'on a un programme d'entretien de nos installations? On va également parler de la suppression de voisinage. Par exemple, je peux travailler dans une salle électrique. On a plusieurs armoires, mais l'armoire sur laquelle je travaille, mais il faut séparer, il faut mettre une suppression, peut-être une bâche isolante entre l'armoire sur laquelle je travaille et les autres armoires qui sont par exemple restées en service. Donc, on va parler également de sensibilisation. Donc, ici, quels sont les éléments qui nous permettent de transmettre de l'information
de former, informer nos travailleurs. On peut également parler des affiches sécuritaires pour sensibiliser notre personnel, l'accueil des travailleurs lorsqu'elles arrivent sur un milieu de travail pour qu'elles soient conscientes des risques auxquels elles sont exposées. Donc, les mesures administratives également, donc pour éviter tout ce qui va être erreur humaine ou pour formaliser les pratiques au sein de notre organisation. Est-ce que nous avons les permis de travail, les fiches d'autocontrôle, les modes opératoires pour s'assurer que, ben, écoute, à chaque fois, on fasse la même chose, qu'on respecte les procédures qui sont établies. Et donc, enfin, les équipements de protection individuelle, donc, dépendamment de notre appréciation du risque qu'on a vu tantôt, donc la classe, est-ce qu'il s'agit notamment du choc électrique ou les catégories lorsqu'on veut se protéger contre les éclats d'arc, donc les niveaux, quels sont les niveaux de catégorie, etc. Donc, grosso modo, voilà la hiérarchie des mesures de prévention, l'adéquation ou l'appropriation de ces mesures de prévention en lien avec le risque électrique. Et donc, lorsqu'on veut bâtir de façon générique, on en a donné des exemples ici, mais dans la réglementation ou dans les textes de référence, nous avons pas mal d'éléments qui nous permettent de bâtir notre démarche de prévention des risques électriques. Donc, nous avons ici des textes de référence, notamment qui nous proviennent des lois, des règlements. Donc, on va parler de la loi sur la santé et la sécurité au travail qui vient notamment d'être normalisée. On va parler de différents règlements, notamment le Code de sécurité pour les travaux de construction, le programme de prévention ou alors le code de construction. On va également parler des normes. Oui, ces normes ne sont pas forcément d'application obligatoire, mais comprennent des bonnes pratiques qui peuvent à coup sûr nous aider à rendre nos milieux de travail beaucoup plus sécuritaires. Donc, si on prend le code de sécurité pour les travaux de construction, dans le code de sécurité pour les travaux de construction, nous avons différentes rubriques ou nous avons différentes sections qui émettent des exigences en lien avec la sécurité électrique. Donc, si on prend un petit peu la section cadenassage. Alors, prochain sondage ici, qui fait quoi? Donc, qui est responsable du programme de sécurité, du programme de cadenassage sur un chantier de construction selon vous? La plupart des panélistes, des participants ont répondu le maître d'œuvre. Oui, en effet, ici, le maître d'œuvre va être responsable de la sécurité collective sur un chantier de construction. Donc, c'est à lui qu'importe la mise en œuvre, l'implémentation d'un programme de cadenassage. Alors, si on prend les exigences générales éditées par le Code de sécurité concernant le cadenassage, donc le cadenassage va concerner déjà, oui, on parle ici de sécurité électrique, mais ça va concerner l'ensemble des sources, des sources d'énergie, mais aussi le cadenassage va concerner toutes les personnes qui ont accès à la zone de travail, pas simplement les personnes qui jouent dans l'installation ou sur l'appareillage. Ici, j'ai en mémoire un accident qu'on a eu il y a quelques années, une équipe d'informaticiens qui passait du filetage dans un garage et ils travaillaient sur une plateforme élévatrice et malheureusement, ils étaient à proximité d'une porte de garage. Et ce jour-là, il y a eu une livraison. Donc, la porte de garage s'est ouverte et est venue faire basculer la plateforme. Donc, résultat, décès d'un des travailleurs. Donc, quand on parle de cadenassage, il faut vraiment avoir une vision à 360 degrés de sa situation de travail. Donc, ici, les accessoires de cadenassage, on va parler d'un cadenas à cléage unique qui est différent d'un cadenas à clé unique, donc identifié. Donc, si le cadenas n'est pas identifié, on peut avoir un cadenas
mais par contre, il va falloir que nous ayons un registre, que l'employeur mette en place un registre pour consigner les différentes informations concernant l'attribution des cadenas. Donc, les personnes doivent être formées et informées. Donc, la procédure de cadenassage qu'on appelle dans le langage courant la fiche de cadenassage doit être individuelle, écrite pour chacun des machines, des appareillages et être accessible. Donc, la notion d'accessibilité est super importante. Pourquoi? Parce que de plus en plus, on voit des systèmes informatiques qui sont utilisés sur les milieux de travail. Bien, il faut s'assurer que les travailleurs aient accès à cette information. Il me revient une situation lors d'une visite, d'une inspection, où je demande est-ce que la fiche de cadenassage est accessible? Oui, où est-ce qu'elle se trouve? Elle se trouve dans l'ordinateur du surintendant. Donc, vraiment, les travailleurs qui mettent en œuvre la procédure de cadenassage doivent l'avoir à portée de main. Donc, les responsabilités, on l'a dit tantôt, le maître d'œuvre doit s'assurer de l'application. Également, les personnes, les travailleurs ou les employeurs, les entrepreneurs doivent s'assurer d'avoir l'autorisation du maître d'œuvre avant les travaux. Ceci est important aussi, notamment dans les établissements, notamment les établissements qui n'ont pas de programme ou de procédures qui sont établis. L'entrepreneur, malgré tout, doit élaborer sa procédure de cadenassage et la faire valider par l'employeur ayant autorité sur l'établissement. Donc, nous avons également ici une procédure qui est assez spécifique concernant la coupe du cadenas. Donc, c'est une procédure qui est très encadrée du point de vue réglementaire. Donc, le maître d'œuvre doit la faire absolument en présence d'une représentation de l'association du travailleur concerné. Et il doit avoir des balises, notamment une sécurisation du secteur et aussi informer la personne, le travailleur concerné, comme quoi le cadenas aurait été coupé. Donc, on a ici dans les outils de gestion du cadenassage, donc nous avons la fameuse fiche que nous connaissons tous. La norme ZK62 nous apporte une contribution importante, notamment dans l'élaboration du programme. Donc, il faut vraiment faire une distinction entre fiche ou procédure de cadenassage, comme on l'appelle dans le langage courant, et le programme. Donc, dans le programme, on va définir vraiment qu'est-ce qui est rôle, responsabilité, on va définir les situations spécifiques. Donc, dans l'annexe G de la norme, vous avez des modèles qui vous sont donnés pour vous permettre d'élaborer, d'établir les programmes. Donc, dans la sous-section, toujours dans le Code de sécurité, dans la sous-section 2.11 et l'article 7.0, notamment qui traite de la sécurité électrique des appareils électroportatifs. Donc, nous avons des exigences générales. Donc, ici, nous avons mis deux catégories. Nous avons les exigences anciennes et les exigences actuelles. Donc, dans ces sections, avant, on parlait d'installation électrique uniquement. Désormais, toutes ces sections vont concerner les installations, les appareillages et également les conducteurs. Dans la section, on parlait de mise à la terre. Désormais, on va parler de continuité de masse, notamment pour arrimer au langage du Code de construction du Québec. Et donc, on parlait désormais de la protection contre les circuits où on va avoir une valeur de tension égale ou supérieure à 30 volts. Donc, ça fait ici un lien avec l'évaluation, l'appréciation du risque de choc que nous avons vu tantôt. Donc, dans les exigences qui ont été rajoutées, donc on parle ici de la protection pour des circuits de 15 ou de 20 ampères par un disjoncteur différentiel de classe A. Donc, la particularité de ce disjoncteur, c'est que donc, le disjoncteur différentiel donc, qui mesure la différence de courant entre la phase et neutre, donc, le disjoncteur de classe A va couper le circuit lorsque la différence de courant va être aussi faible que 5 milliampères. Donc, ici, dans cette section, on va vous parler aussi des rallonges électriques.
Donc, vous avez ici un marquage des rallonges électriques que nous avons. On vous a mis une photo ici pour vous indiquer un exemple de marquage qu'on peut avoir sur les rallonges électriques. Donc, super important, les rallonges électriques doivent être utilisées, conçues pour le milieu. Donc, on parle ici de résistance, très résistance pour 600 volts, semi-résistant 30 volts. Donc, utilisation ici plus externe. Donc, on va parler des trois conducteurs, on va parler des calibres pour les conducteurs. On va parler le W qu'on voit ici, qui fait référence à la résistance aux intempéries et à l'utilisation externe de la rallonge ou des conducteurs. Donc, il faut choisir l'équipement en adéquation avec le milieu. Donc, on parle ici, dans la section 2.11 aussi, on parle aussi, on a des exigences nouvelles concernant les panneaux de distribution. Donc, ici, dans les exigences qui ont été rajoutées, on va parler de la résistance aux intempéries. On voit ici des moyens qui sont utilisés pour protéger, par exemple, contre la neige, la pluie. Donc, il est important de s'assurer que l'enveloppe l'armoire soit de l'indice de protection approprié. Et on parle aussi d'un dégagement autour des panneaux d'au moins 1 mètre. Donc, certainement, on fait un lien aussi avec tout ce qui va être périmètre d'éclat d'arc ou périmètre de choc électrique. Dans la section 5, toujours du Code de sécurité pour les travaux de construction, donc ici, on va parler de lignes électriques aériennes. Donc, les lignes électriques aériennes font partie, des travaux à proximité des lignes électriques aériennes font partie des tolérances zéro de la CNESST. Et donc, ce sont des activités qui vont être très encadrées. Donc, ici, vous avez le premier document qui est l'avis d'ouverture de chantier. Donc, lorsqu'on on fait des travaux, 10 jours avant, on doit envoyer à la CNESST un avis d'ouverture de chantier. Et dans cet avis, vous avez une série d'activités qui sont, ou un type de travaux qui sont énumérés. Donc, lorsqu'on va cocher une de ces activités, les travaux à risque et les travaux à proximité des lignes électriques aériennes sont considérés comme étant des travaux à risque élevé. Donc, ils vont nécessiter l'élaboration et l'envoi à la CNSST d'un programme de prévention. Donc, pour rappel, le programme de prévention est établi lorsqu'on va avoir 10 travailleurs et plus. Et donc, on a l'obligation de transmettre à la CNSST dans 3 cas de figure, lorsqu'on va avoir 25 travailleurs, lorsqu'il va s'agir des travaux à risque élevé, comme c'est le cas concernant les lignes électriques aériennes, ou alors lorsque la superficie va être de 10 000 pieds carrés. Donc, on va avoir l'obligation de transmettre à la CNESST un programme de prévention et on va définir avec le concessionnaire de réseau, notamment qui est Hydro-Québec, on va définir les moyens à mettre en place pour sécuriser. Donc, ça peut être la mise haute tension de la ligne, ça peut être le déroutage de la ligne, ça peut être l'installation d'isolateurs. Et dans certaines situations, lorsque on va voir tantôt les distances minimales d'approche, lorsqu'on est susceptible de rentrer de ne pas respecter ces distances minimales d'approche. Donc, la CNSST va demander d'élaborer une procédure de travail qui va définir les différentes étapes de travail et les mesures de prévention que l'on prévoit mettre en place. Donc, nous, on conseille généralement aux entrepreneurs lors de l'élaboration de cette procédure de travail, de le faire conjointement avec Hydro-Québec et également solliciter la participation d'un inspecteur de la CNESST. Donc, ici, concernant les lignes électriques aériennes, donc, nous avons les distances minimales d'approche à respecter. Donc, on voit ici les valeurs de tension entre faces, donc on appelle aussi les tensions composées. Donc, à minima, quand je donne des formations, que je fais du service conseil,
presque tous les travailleurs ont la réponse du 3 mètres. Donc, 3 mètres, la distance minimum à respecter par rapport aux lignes électriques aériennes. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi, quelle est la raison pour laquelle on continue malgré tout d'avoir euh, des, des accidents concernant les lignes électriques aériennes? Mais l'une des raisons, ce n'est pas la seule, mais l'une des raisons, c'est que le référentiel par rapport aux 3 mètres est un petit peu mal choisi. Je prends un exemple. Lorsque vous faites des travaux dans un échafaudage, souvent, on va positionner l'échafaudage aux 3 mètres, mais sauf qu'on oublie que dans l'échafaudage, on va manipuler des objets, des gouttières, des barres de fer qui sont de l'encombrement de l'échafaudage et donc qui vont se situer à moins de 3 mètres des lignes électriques. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles on continue à avoir des accidents. Donc, la distance ici doit être choisie en fonction du bout le plus long que nous avons à manipuler à proximité des lignes électriques aériennes. Donc, ici, concernant les lignes électriques aériennes, donc on a vu tantôt que oui, nous devons respecter les distances minimales d'approche. Donc, on va avoir l'utilisation de moyens technologiques. On parle ici, par exemple, du limitateur de portée. Donc, qu'on va généralement installer sur tout ce qui est machinerie déployable sur nos chantiers. Donc, on parle ici de pelles, on parle de camions, bennes, etc. Tous ceux qui vont être utilisés pour toute la machinerie de chantier. Donc, ici, dans les exigences antérieures, on avait la possibilité d'utiliser ce qu'on appelait un signaleur des lignes électriques. Par exemple, si nous avons, si le limitateur de portée était endommagé, donc, pour une période de 8 heures de temps, on pouvait avoir quelqu'un qui était formé et qui pouvait jouer le rôle de signaleur sur les lignes électriques. Donc, dans les nouvelles exigences, cette formation ou cette position a été abrogée. Donc, c'est une modification importante en termes de sécurité sur les chantiers de construction. Dans les anciennes exigences également, on parlait de l'attestation d'ingénieur lors de la mise en œuvre du limitateur de portée. Désormais, oui, nous allons avoir l'attestation d'ingénieur lors de la mise en œuvre, mais également à la suite d'une réparation. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie que tantôt, on a vu qu'on ne peut plus se servir d'un signaleur des lignes électriques. Donc, si le limitateur de portée n'est pas fonctionnel pour quelque raison que ce soit, les travaux doivent être interrompus jusqu'à ce que la réparation soit faite et que nous ayons une nouvelle attestation d'ingénieur. Et nous avons une exigence supplémentaire qui est celle-ci, c'est que désormais, tous les opérateurs de machinerie, j'ai dit tantôt, donc concernant tout ce qui est machinerie déployable à proximité des lignes électriques aériennes, mais désormais, tous ces opérateurs doivent absolument être formés par le manufacturier qui fournit l'équipement. Donc, ça, c'est une exigence nouvelle qui est importante et qui va avoir un impact significatif sur le milieu de la construction. Donc, on va aussi un autre texte de référence qui est important dans la sécurité sur les chantiers de construction, c'est le code de construction, donc son chapitre 5. Donc, ici, nous avons une figure qui nous montre un petit peu les différentes parties de l'alimentation, installation électrique, appareillage électrique. Donc, c'est quoi ou c'est qui la personne qualifiée? Donc, suivant la réglementation québécoise, donc, on a parlé de formation électricien, donc en lien avec la loi la R20. Donc, ici, la contribution supplémentaire que nous avons de la norme, c'est que oui, on va parler de la compétence technique
des habiletés dans le fonctionnement et l'installation, mais surtout, on va parler de la formation sécurité. Donc, ici, on a un principe de désignation de la part de l'employeur. Donc, oui, j'ai les compétences techniques. Oui, il faut que je passe également des formations, une formation sécurité pour attester de ma capacité à mettre en œuvre les mesures de prévention en lien avec le risque électrique. Également, le code de sécurité, le code de construction nous émet des exigences comme les installations électriques conformes. Donc, il faut savoir que nous, contrairement par exemple aux usines, aux établissements, sur les chantiers de construction, on a la responsabilité non seulement des travailleurs, mais également du public. Donc, d'où la nécessité d'avoir des installations conformes. Ensuite, en lien avec la hiérarchie des mesures de prévention que nous avons vues tantôt, les réparations doivent être faites hors tension et on doit empêcher toute remise sous tension au moyen de cadenassage. Donc, nous arrivons au terme de la présentation. Qu'est-ce qu'il faut retenir des différentes problématiques que nous avons ou des différents thèmes que nous avons évoqués ce midi? C'est dans notre appréciation, évaluation du risque, il faut considérer la présence de pièces nues sous tension, la possibilité de contact, le niveau de tension et le niveau d'énergie incidente. Pour bâtir notre démarche de prévention, on a des différents textes de référence auxquels on peut se référer. Donc, nous avons des sections ou des sous-sections dans le Code de sécurité pour les travaux de construction. Nous avons des normes. Nous avons également le Code de construction du Québec. On doit également se référer aux différents rôles et responsabilités des parties prenantes sur un chantier de construction. Donc, le maître d'œuvre, l'employeur ayant autorité sur l'établissement, les personnes qualifiées. Et ensuite, nous devons mettre en place nos mesures de prévention en tenant compte de la hiérarchie des mesures de prévention concernant le risque électrique. Donc, c'est prioriser toujours les travaux hors tension, vérifier la conformité, l'adéquation des mesures et informer, former les travailleurs. Donc, ça, c'est vraiment les points qu'il faut retenir du webinaire que nous avons eu ce midi. Donc, moi, je vous ai résumé en disant 45 minutes, je vous dirais 12 heures de formation. Donc, si vous voulez être beaucoup plus connaissant sur les sujets que nous avons évoqués ce midi, bien, vous avez plusieurs sources ou ressources qui sont à votre disposition. Donc, en termes de formation à l'ASP Construction, nous avons la formation cadenassage, nous avons la formation travailleurs haute tension et également la formation à proximité des lignes électriques. Nous avons également de la documentation, donc nous avons le magazine Prévenir, nous avons différents documents, nous avons aussi le document aux travailleurs haute tension qui est publié en collaboration avec l'association des maîtres électriciens. Donc, si vous voulez vraiment être plus connaissant sur les différents sujets, donc vous avez ces ressources qui sont à votre disposition. Fait que je vous remercie beaucoup pour votre attention. Fait que on va passer à la phase de questions-réponses. Donc, je vais passer la parole en normand si nous avons enregistré des questions. Bonjour Hugues, merci beaucoup. Très belle présentation. On a quelques questions. Si vous voulez continuer à les écrire dans l'onglet Q et A que vous avez dans Zoom, vous pouvez aussi continuer. Donc, première question, Hugues. Les branchements en basse tension ne sont pas concernés par la distance minimale d'approche. Est-ce qu'elles sont dangereuses? Est-ce qu'elles ne sont pas dangereuses? Bien qu'elles ne sont pas concernées par les distances minimales d'approche, elles vont quand même être dangereuses. Les branchements vont avoir une couche isolante, mais il faut aussi
tenir compte de notre contexte, de notre environnement. Nous sommes au Québec, donc des gels qui peuvent endommager les isolants, les matières isolantes qui sont de nature organique. Donc, ça va quand même être dangereux. Merci. Deuxième question, est-ce qu'il y a une signalisation spécifique pour les travaux près des lignes électriques aériennes? Ben oui, c'est pour ça que je suis allé, j'ai donné de l'information vraiment succincte dans le cadre de notre formation sur les lignes électriques aériennes. Donc, on parle de la signalisation, par exemple, sur toutes les machineries déployables qui sont utilisées à proximité des lignes électriques, notamment pour la tension induite. Donc, c'est important d'avoir de la signalisation pour donner de l'information aux personnes qui sont susceptibles de se trouver dans cet environnement-là. Si, c'est clair. Donc, comment procéder au cadenassage si mon client n'a pas de procédure établie? Et ça, c'est une très belle question. J'en ai futivement parlé dans la présentation. Donc, on a souvent cette problématique qui revient de la part de nos entrepreneurs qui vont aller intervenir dans un établissement, par exemple dans une banque où on n'a pas de système de cadenassage qui est mis en place. Donc, malgré tout, l'entrepreneur qui réalise les travaux doit établir sa fiche ou sa procédure de cadenassage selon l'appellation qui vous convient et doit la faire valider par l'employeur ayant autorité dans l'établissement. C'est très important. C'est pour ça que dans le cadre du webinaire, on a fait attention d'évoquer la notion de rôle et responsabilité des différents intervenants. Merci beaucoup. Une autre question. Quelles sont les situations qui nous permettent de travailler sous tension? Quels sont les... Quelles sont les situations qui nous permettent de travailler sous tension? Ben, moi, je dirais que si on se réfère à la norme, on va avoir des critères comme euh, le troubleshooting, lorsqu'on va parler des équipements, des situations où on ne peut pas couper le courant, comme par exemple les interventions dans un milieu hospitalier où ça va être vital. Mais je vous dirais que toutes les situations sont susceptibles d'être réalisées hors tension. Et c'est en matière de sécurité électrique, c'est vraiment la démarche qu'il faut prioriser. C'est toujours le travail hors tension. Merci. Il y en a une autre. Par contre, je vais l'essayer, celle-là. Là. Je ne sais pas si tu as la réponse sur comme pourquoi c'était écrit dans la norme, mais d'où vient la limite de 30 volts comme seuil de dangerosité? On va parler de volts en courant alternatif. Ben, dans la réglementation, comme je vous ai dit, dans le code de sécurité pour les travaux de construction, désormais, dans les exigences nouvelles, nous avons cette valeur qui est indiquée. Dans la section 2.11 du code de sécurité pour les travaux de construction, nous avons cette valeur qui est citée. Parfait, merci beaucoup. Doit-on mettre des équipements de protection individuelle spécifiques quand on fait du cadenassage sur une installation électrique? Ben, lorsqu'on fait donc, la procédure du cadenassage, il y a des étapes en amont et en aval le fait d'apposer son cadenas. Euh, donc, tant qu'on n'a pas la certitude d'être hors tension, notamment on va faire les vérifications d'absence de tension, on doit toujours avoir ces équipements spécifiques. Donc, tant qu'on n'a pas cette certitude-là, oui, on doit avoir ces équipements de protection individuelle en lien avec, spécifiques au risque électrique.
Merci. Là, ça serait la dernière, à moins que d'autres participants en posent d'autres questions. Une réparation au manchon, est-ce que c'est accepté pour une rallonge électrique? Donc, ici, ça serait un super de bon point parce que on reçoit beaucoup de questions de la part de nos entrepreneurs pour savoir quel est le niveau de réparation accepté concernant à la fois les équipements, les outils électroportatifs ou alors les rallonges. Dans les exigences actuelles du Code de sécurité pour les travaux de construction, aucune réparation n'est permise sur les conducteurs. Donc, ça va être vraiment la responsabilité des entrepreneurs, mais l'application du Code de sécurité pour les travaux de construction est celle-ci. Aucune réparation n'est permise, quel que soit le niveau de sophistication. Merci beaucoup. C'était la dernière question. Donc, je te redonne la parole. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre participation. Fait que si vous, pour les questions qu'on n'a pas répondues aujourd'hui, on vous fera parvenir les réponses et également tous les documents qui ont été utilisés pour la réalisation du webinaire, les liens vers ces documents-là vous seront partagés.